Très bien, mais écoutez, bonjour à tous et bienvenue donc pour cette troisième édition de ce webinaire consacré aux meilleures pratiques de management de l'énergie dans l'industrie. C'est une série de 6 webinaires dans lesquels on a décidé, avec le concours de l'ADEME, de faire témoigner des industriels sur ces meilleures pratiques de l'énergie pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont mis en place, comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés, quelles ont été les, les bonnes surprises, etc. Donc, l'idée de ces webinaires, c'est bien de donner la parole à des industriels qui sont particulièrement engagés dans la démarche ISO 50001. Alors, je vais peut-être faire ça. Je n'arrive pas à faire défiler, Guillaume, excuse-moi, je suis un petit peu... Un petit problème technique, je n'arrive pas. Alors, si tu peux passer au slide suivant. Oui, flèche de droite de ton clavier. Ben non, ça ne marche pas. Alors. Voilà, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou moi. Alors voilà le programme qu'on vous propose pour ce troisième webinaire. Je donnerai tout à l'heure la parole à Heidi Poitras de l'ADEME qui nous réexpliquera le contexte de cette série de webinaires et l'objectif. Je donnerai en quelques mots, je rappellerai en quelques mots ce que c'est que l'ISO 50001. Et ensuite, donc nous aurons 2 témoignages aujourd'hui. Un témoignage donc de Monsieur Jean-Paul Tissot du GITEC, consacré donc à l'implication de la direction dans le système de management d'énergie. Et le second témoignage, donc Procter et Gamble, avec l'intervention de messieurs Anouzé et Thibault de l'usine de Blois, pour nous parler de l'automatisation de la collecte des données énergétiques. Voilà. Ce qu'on a prévu, c'est que vous puissiez intervenir, poser vos questions à la fin de chacune des interventions, donc après celle du GITEC et après celle de Procter & Gamble. Donc n'hésitez pas à poser des questions aux intervenants. Ils sont prêts, bien sûr, ils seront prêts à répondre à vos questions. Je précise également par ailleurs que ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en mode replay. Si vous avez par exemple des collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, eh bien ils pourront repasser ce webinaire et d'ailleurs également les précédents. Ces webinaires sont disponibles sur notre page internet consacrée à la thématique énergie, à l'adresse donc afnor.org/énergie. Je répète, afnor.org/énergie. Donc voilà, n'hésitez pas dans vos entreprises respectives à diffuser cette information. Les webinaires sont disponibles en mode replay. Voilà. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Je ne vais pas prendre trop de temps sur les témoignages. Et donc, je laisse la parole à Heidi Poitras de l'ADEME pour qu'il nous reprécise le contexte et les objectifs de cette étude et de cette démarche qu'on a menée ensemble, qu'on mène ensemble déjà depuis quelques mois. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de ce travail qui a été entamé il y a maintenant un peu plus d'un an visait à pouvoir apporter un soutien aux entreprises qui étaient déjà engagées dans des systèmes de management de l'énergie pour les aider à progresser. On a effectivement un certain nombre de dispositifs qui incitent les entreprises à s'engager dans la démarche et à, je dirais, mettre en place ces systèmes. On a relativement peu de soutien pour ceux qui sont déjà engagés et c'est pour ça qu'on a souhaité effectivement mener ce travail. Également parce que finalement le système de management de l'énergie est éminemment complexe et qu'on a du mal à finalement à progresser dans toutes les directions et sur toutes les actions en même temps, alors que finalement chacun a, pour un certain nombre de raisons, mis en avant et travaillé, optimisé, approfondi telle ou telle thématique.
et qui nous semblait intéressant de partager justement ces retours d'expérience pour pouvoir faire avancer plus vite tout le monde en apportant de nouvelles clés, des petits compléments, des astuces sur des solutions qui permettent non seulement de répondre aux exigences de la norme, mais aussi de le faire finalement le mieux possible. Donc c'est l'objet de ces webinaires, de présenter effectivement des pratiques qui ont été jugées comme exemplaires parce qu'elles permettent d'aller un petit peu plus loin et d'être un petit peu plus efficaces que ce que l'on voit traditionnellement dans les systèmes de management de l'énergie, on va dire dans les premières années. Donc merci évidemment à tous ceux qui participent à ces webinaires. On voit bien aussi que le contexte fait que chacun va avoir besoin d'aller trouver toujours plus d'économies et de pouvoir les mettre en place rapidement. Donc on espère qu'évidemment ces échanges de bonnes pratiques serviront aussi à ça. Merci Eddy. Alors, je n'arrive toujours pas à faire défiler Guillaume. Je suis désolé. Si tu pouvais passer au slide suivant. Voilà, merci. Complètement, l'afficher complètement d'ailleurs. Voilà, merci bien. Super. Ah, il faut revenir. Voilà. Donc, quelques mots sur la norme ISO 50001, hein, qui est une norme internationale. La dernière version de cette norme est parue en 2018. C'était une mise à jour. La version initiale date de 2011. Cette norme l'objectif de cette norme, c'est de permettre à un organisme, une entreprise industrielle par exemple, hein, d'améliorer sa performance énergétique de manière pérenne et donc de réaliser des économies d'énergie. Voilà, donc un sujet, je pense, assez d'actualité compte tenu du contexte international et de la tension sur le prix des énergies actuellement. Voilà. C'est un système de management d'énergie, donc une organisation qui doit être mise en place en vue de répondre à cet objectif, d'améliorer sa performance énergétique. Ce système va concerner toutes les énergies et il est effectivement certifiable par un organisme de certification comme AFNOR Certification, par exemple, et avec une compatibilité par rapport donc aux normes ISO 9001, donc le système de management de la qualité, système de management environnemental, etc., qui le rend éventuellement facilement intégrable dans un système de management multi-référentiel. Voilà. Ce qui est à noter, c'est que pour améliorer sa performance énergétique, le système doit porter sur les activités qui sont maîtrisées par l'organisme, maîtrisées en direct, hein, pour avoir les leviers d'action finalement permettant de procéder à cette amélioration de performance énergétique. Voilà, en quelques mots, ce que c'est que l'ISO 50001. Bien sûr, c'est une présentation extrêmement synthétique parce qu'on a voulu laisser du temps de parole à nos intervenants. Guillaume, peux-tu passer sur le Guillaume? Voilà. Donc, un système de management d'énergie, sa principale caractéristique, c'est de mettre autour de la table et de rendre le sujet amélioration de performance énergétique comme un sujet prioritaire, stratégique dans l'entreprise, et de mettre autour de la table à la fois une organisation, mais aussi une équipe multi-compétences et donc multi-fonctions pour s'occuper de cette amélioration de performance énergétique. Traditionnellement, les économies d'énergie sont dévolues aux équipes techniques, hein, exploitation, maintenance, voilà. Mais on voit sur ce slide, et c'est extrêmement important, et vous allez le voir au travers des différents témoignages hein, aujourd'hui, vous allez le voir, je dirais, encore une fois, voilà. Mais il est extrêmement important d'embarquer tout le monde, bien sûr, les achats, les méthodes, les responsables travaux, le développement durable, la RSE, les RH, etc. La production, voilà. C'est extrêmement important de mettre autour de la table tous les acteurs qui peuvent avoir un levier sur cette performance énergétique. Et je pense que vous allez voir des exemples concrets, enfin c'est pas je pense, vous allez voir des exemples concrets de ce travail collectif au travers des deux interventions et des deux témoignages
à la fois du JTEC et de Procter & Gamble. Voilà. J'en dis pas plus, c'est très rapide, très synthétique, mais encore une fois, l'idée c'est de laisser du temps à nos différents intervenants pour qu'ils parlent de leur pratique à eux. Et donc, je vais laisser la parole à M. Jean-Paul Tissot du JTEC. Je le laisserai se présenter avec, vous voyez, il va nous parler de l'implication de la direction dans un système de management d'énergie et de l'importance de cette implication. Voilà. Monsieur Tissot, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Votre pratique et votre retour d'expérience. Donc moi ça marche, j'ai réussi à faire défiler les slides. Donc bonjour à tous, Jean-Paul Tissot, j'ai une trentaine d'années d'existence, on va dire, dans la société UJTEC. Et c'est en 2013 qu'on a décidé de créer un service, pas dédié, mais pour s'occuper des énergies. Donc à l'issue, on a commencé à travailler sur le sujet et on s'est fait certifier ISO 50001 en 2015. Donc nous, l'ordre d'idée, c'est une consommation annuelle d'électricité de 250-260 gigawattheures et la même chose en gaz chaque année. Notre facture énergétique représente 20% des dépenses industrielles. Donc nous, la grosse partie, c'est les approvisionnements matières. Et on a à peu près 20% au niveau de la main-d'œuvre aussi. Donc nos principales installations énergétiques, c'est des fours à arc qui opèrent à la fusion des matières. On a des fours de réchauffe au gaz, donc les fours à arc électriques, des fours de réchauffe gaz, qui sont quand même une autre grosse source de consommation gaz naturel, et puis des fours de traitement thermique mixtes, soit en élec, soit en gaz. On a même des lignes élec et gaz. Ah non, ça défile plus là. Ouais, du coup, si vous voulez passer à la suivante. Réessayez, monsieur, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne Je pas. reste. Ouais, il veut pas, hein. Ah non, j'ai essayé avec les touches du clavier. Et avec la souris non plus. Attendez. Voilà, je vous réactive. Réessayez. Voilà, Allez-y. très bien. C'est bon. Donc le sujet qu'on a voulu développer ensemble, c'était pour montrer la direction, l'importance de l'implication de la direction dans le système de management de l'énergie. Parce qu'on estime que c'est nécessaire et parce que je vois aujourd'hui qu'entre le début de la démarche et actuellement, alors il y a eu plein de choses, hein. On a eu le Covid, on a eu un petit peu tout, une prise de conscience du monde en général, peut-être plus en France ou je sais pas, et aussi de nos dirigeants. Et puis, on a quand même eu toutes ces dernières années la flambée des prix des énergies qui avait déjà commencé en 2009 et qui sont redevenues une priorité. Bon, entre-temps, ça a rebaissé, aujourd'hui ça remonte, enfin, c'est toujours un petit peu un long fleuve pas du tout tranquille. Et en 2015, déploiement du système qui a été quand même un peu poussé en réponse à l'obligation réglementaire de l'audit énergétique. Voilà, et depuis 2018, on commence à voir nos clients qui s'intéressent à notre impact énergétique, qui commencent à nous demander notre impact carbone pour renseigner le leur, etc. Donc de plus en plus, on est tiré, on va dire, par nos clients, même par nos fournisseurs au niveau énergie. Ah, du coup, ça marche une fois, là, j'arrive pas à dévier. Ça y est. Ah, Ah, vous par êtes allé contre, là, trop ça a vite. trop fait là. J'ai pas été patient.
Et du coup, je défile pas du bon côté là. Je suis désolé. Oui, là, vous Voilà, allez vers là, je suis à la le... fin. Ouais. Donc là, le défilement marche bien, mais voilà, on va y arriver. Voilà, je suis désolé, je reprends. Donc dans les enjeux, s'engager dans une démarche éco-responsable pour contribuer à la durabilité des ressources naturelles, hein, c'est un peu le maître mot actuel en France, la protection climatique. Ah, ça a rebougé. Réduire nos coûts énergétiques, évidemment, et puis réduire l'impact carbone de nos aciers inoxydables. Donc on est souvent jugé comme très énergivore et gros consommateur. Donc en réalisant une analyse plus fine au niveau du contexte de l'entreprise pour montrer que le contexte de l'entreprise avait changé, donc on a l'intégration des actions énergie dans notre stratégie CAP 2025, donc une feuille de route qui a été éditée il y a 2 ans, où pour la première fois on a mis en avant des grosses actions énergétiques, dont aussi la sobriété d'utilisation de l'eau, donc qui devient aussi prédominante, et on l'a vu encore cette année là avec, alors peut-être pas dans toutes les régions, mais pour nous une forte sécheresse. Et puis donc l'hydrogène et l'efficacité énergétique. Donc une forte importance au niveau de la RSE. Donc depuis quelques années, on publie des PEF. On est coté au niveau EcoVadis et on essaye de coller le plus possible aux exigences européennes. Donc on a lancé des projets innovants pour la décarbonation, comme la récupération de chaleur, du photovoltaïque sur toiture et sur ombrière, etc. Et du coup, c'est des actions qui n'ont pas un effet direct sur JTEC, mais sur le territoire. Donc on veut aussi participer à tout ça. En tant que premier employeur privé de Savoie, on veut être exemplaire. Donc sur la stratégie 2025, du coup je me répète, les 3 gros projets, c'est réduire nos consommations d'eau, travailler sur l'hydrogène. Donc on a un projet d'électrolyseur haute température qui est en cours, et avec un électrolyseur qui devrait être livré en 2024. Et puis s'orienter sur une neutralité carbone avec les objectifs 2030-2050. Donc au niveau de la direction, donc au début où on a commencé un petit peu la démarche, les revues de direction étaient plus une écoute, et aujourd'hui c'est vraiment devenu une prise de décision et une validation de nos actions, des moyens à mettre en face. On a augmenté les moyens humains. Je dirais que jusqu'à ces dernières années, c'était un peu un hobby pour moi. Je faisais ça en plus de mon travail de mainteneur. Et aujourd'hui, on a créé un service transition énergétique où j'ai une personne avec moi, donc on est 2 sur le sujet énergie. Donc on a rédigé, et on va la compléter, une feuille de route décarbonation qui sera en lien aussi avec la stratégie du groupe. Donc on fait partie du groupe Swiss Steel, qui est un groupe suisse. Donc dans les revues de direction, on touche le directeur, on a le directeur financier qui est avec nous, les directeurs industriels, la directrice commerciale et tous les membres actifs de l'équipe énergie.
Donc, dans l'équipe énergie, on retrouve le chef d'établissement, le responsable maintenance, le responsable environnement, le responsable achat et mon chargé d'affaires et moi-même. Voilà, donc c'est quand même une revue qui est assez, qui implique toute la direction à tous ces niveaux. Donc les résultats qu'on a obtenus, aujourd'hui on maîtrise nos indicateurs, on n'est pas parfait, hein, on veut toujours, là on a un gros projet de monitoring de nos énergies qui est un peu poussé avec le risque de pénurie de gaz sur fin d'année. On a une forte intégration de l'éco-conception dans les projets industriels, donc on a un dernier investissement qui a été réalisé avec du gaz et des brûleurs dernière génération. C'est des types Flox, des brûleurs sans flamme, qui devraient aussi pouvoir être évolués avec un ajout d'hydrogène. Donc on lance aussi des projets pour accompagner la neutralité carbone du GITEC, mais aussi du territoire, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la récupération de chaleur. Donc on récupère la chaleur sur une de nos installations pour alimenter le réseau de chaleur de la ville d'Ugine. Et avec ce dispositif, on arrive à subvenir au réseau à 100% sur les périodes estivales. Donc juillet-août, le réseau a été alimenté par Ugitech. Sauf pendant notre arrêt où on est obligé de remettre en route la chaudière gaz. Et après, en hiver, on arrive, nous, en complément de la chaudière biomasse. Et puis, bon, on recherche toujours des partenaires externes pour trouver des solutions de financement, parce que ça reste quand même le problème pour avancer sur tous ces sujets divers et variés qui touchent l'énergie et aussi la transition énergétique. Donc sur notre avancée, le plus facile qu'on a eu, c'est cette norme nous guide vers plus de rigueur et elle a favorisé l'engagement, alors je dis de la direction, mais de toutes les parties prenantes. On a même les opérateurs, les techniciens, c'est vraiment un engagement de chacun. C'est forcément pas 100%, on n'est pas tous au même niveau d'engagement. Et après, le plus compliqué, c'est un peu comme tout le monde, c'est obtenir les budgets pour concrétiser certains projets, notamment des projets qui sont souvent assez gros et gourmands en CAPEX. Et puis donc les bonnes surprises, hein, ce que je vous disais, la feuille de route CAP 2025, qui a contribué à médiatiser les projets énergie, et puis l'importance pour nos jeunes talents de nos démarches RSE et QVT. Donc les facteurs clés, on a une équipe énergie tenace avec des rituels établis. On se rencontre tous les mois et on échange indirectement toutes les semaines. On est dans le même bâtiment. Donc après, oui, c'est peut-être pas facile à voir, mais on a une superficie d'1 kilomètre par 1 kilomètre à peu près, donc avec plein de bâtiments et on ne travaille pas tous forcément au même endroit ni ensemble. Donc le fait d'avoir quelques bureaux rapprochés facilite un petit peu les échanges et notamment le siège social qui est à Ugine et donc l'équipe de direction qui est sur place et qui est toujours disponible et à l'écoute. Et puis surtout le point important, la confiance réciproque entre la direction et l'équipe énergie. Je ne veux pas dire que j'ai carte blanche, mais ils nous font confiance. Donc les prochaines étapes, il nous faut améliorer la prise en compte de facteurs pertinents. Donc c'est un peu le projet monitoring que nous avons en cours. Aujourd'hui, on a environ 80 compteurs électriques et 60-70 compteurs gaz. Donc au niveau de l'électricité, c'est digitalisé et au niveau gaz, il nous reste encore beaucoup à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un système moderne de gestion de nos consommations et bien évidemment en utilisant l'informatique. Donc si j'avais un conseil à donner, il faut arriver à créer de la confiance
en capitalisant des premières actions, des premières success stories, à essayer de faire des quick wins, hein, des projets simples, rapides, si possible sans capex, pour pouvoir avancer rapidement. Nous, notre gros point, ça a été quand même la récupération de chaleur fatale. Sur nos gros sites industriels, on a beaucoup de chaleur et c'est toujours ce qui vient à l'esprit des gens, hein, toute cette chaleur qui se perd, pourquoi on ne fait pas quelque chose? Oui, on a beaucoup de chaleur qui se perd, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. C'est un peu paradoxal, mais voilà. Et puis donc, bien partager ces victoires rapides. Et on voit aujourd'hui que nos jeunes recrues sont très très à l'écoute et très en attente de tout ce qui peut être fait au niveau qualité de vie au travail, énergie, environnement, etc. Et donc, pour imaginer un petit peu l'engagement de la direction, moi, j'ai voulu faire participer mon directeur qui nous a fait un petit mot que je vais tout simplement vous lire, hein. Donc, le management de l'énergie a toujours été un levier de différenciation pour l'entreprise et c'est tout naturellement que la certification est apparue comme une évidence. Ce fonctionnement en processus nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus agile au regard des enjeux court, moyen et long terme avec le SME qui nous apporte d'un côté une robustesse sur nos fondamentaux, indicateurs, plans d'action, progrès continu, et l'autre une capacité à être précurseur sur les leviers de différenciation énergétique de demain. Tout ceci induit un positionnement du SME au cœur de notre stratégie, donc une application permanente de la direction. Voilà, j'ai voulu le faire témoigner pour bien ponctuer ce petit échange. Donc voilà, si vous avez des questions. Merci. Je pense qu'effectivement, votre conclusion, elle est hyper importante parce qu'effectivement, une des questions que je voulais vous poser, c'est comment se traduit, on va dire, le renforcement de l'implication de la direction dans le système de management de l'énergie. Et je pense que ce témoignage, c'en est déjà une illustration. Vous avez indiqué tout à l'heure, notamment, que le rôle se voyait dans les revue de management où la position passait un petit peu plus d'écoute à décision. Est-ce que vous avez d'autres illustrations de ce qui traduit leur implication peut-être un petit peu dans entre guillemets au quotidien ou de manière voilà, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui vous prouve que finalement leur implication a changé? Bah, on a aussi un petit peu des faits tous les jours ou tout simplement que ce soit dans un projet, dans une action autre, il y a toujours un moment donné où un de nos directeurs ou un de nos responsables de service sort, ben, est-ce que vous avez vu avec Jean-Paul pour au niveau énergie, si on a des impacts, si on a ci, si on a là. Je pense qu'il y a 4-5 ans, bon, c'était pas monnaie courante. C'est un petit peu l'image que je donne. Moi, avant de prendre ce poste, j'étais à la maintenance. Quand j'achetais un moteur, j'achetais le moins cher, hein. Mm. Donc, dans les années 2000, j'ai jamais regardé l'efficacité énergétique d'un moteur. Donc, on a forcément nos mentalités qui changent. Et aujourd'hui, nos directeurs s'impliquent fortement sur le sujet. Et en exemple, notre directeur s'est engagé dans la CEC. Donc, c'était un mouvement de 550 entreprises françaises. La Et il s'est convention engagé des activement. entreprises pour le climat, peut-être pour C'est ça. préciser. Oui, pardon. La Convention des entreprises pour le climat, donc qui a commencé l'an dernier et qui a fini cette année. Enfin, fini, pas fini, mais les sessions ont été réalisées la dernière, je crois que c'était en juillet. Donc, il s'est impliqué activement sur le sujet. Donc, ça montre aussi qu'on veut montrer au public qu'on est impliqué dans la transition énergétique. Alors, j'ai une autre question aussi, parce que vous avez insisté effectivement sur un certain nombre de... Alors, vous avez
précisé systématiquement que ça relevait de la stratégie. Quand on voit que vous passez avec des changements de process pour avoir de l'hydrogène, on voit qu'on est effectivement sur, je dirais, des actions qui sont loin d'être des bonnes pratiques, mais qui sont vraiment des changements assez profonds. Est-ce que vous diriez que l'implication de la direction, elle a changé aussi dans cette vision qui pouvait éventuellement être la vision plus classique d'un système de management d'énergie qui est là pour aider à faire un peu ce qu'on faisait déjà avant, un peu différemment, mais qui est un truc, je veux dire, un peu technique, un peu complémentaire, mais qui bouleverse pas forcément grand-chose dans l'entreprise, et que quand vous avez donc votre stratégie Cap 2025 ou etc., les ambitions deviennent plus grosses et donc vous avez besoin de vous reposer sur un outil plus, de plus vous reposer sur effectivement tout ce que peut apporter le système de management de l'énergie. Est-ce que la bascule elle s'est faite un peu comme ça? Après, ils m'ont toujours poussé à trouver des voies ou des solutions innovantes. Donc l'hydrogène en fait partie. J'ai commencé moi à apporter l'utilisation de l'hydrogène. On a commencé à regarder sur les engins, etc. Mais bon, les solutions n'existent pas, l'offre n'existe pas. Par contre, si on prend que l'hydrogène, hein, l'importance, c'est que nous aussi, nos inox, on se positionne sur le marché de l'hydrogène pour nos produits. Donc il y a un double impact. Et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté hydrogène, donc qui englobe notre production, les développements de produits, la commercialisation, et donc après derrière aussi l'utilisation sur notre site. Et avec ce global, ce qu'on voudrait, c'est faire un petit peu ce qu'on commercialise, l'utiliser chez nous. On a des voisins qui fabriquent des raccords. Voilà, c'est vraiment une communauté qui, on va dire, qui émerge, hein, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui existe encore sur le sujet. Ça commence, mais c'est encore pas. Voilà. Et sur les récupérations de chaleur fatale, oui, c'est quand même à la base, moi, on a toujours validé mes projets, quoi. C'est pas, on m'a jamais dit non, non, c'est pas la peine, on n'a pas de budget, regarde pas. Si, on n'a pas du budget, mais on va se débrouiller, quoi. Voilà. Non, j'ai jamais été bridé sur le développement. Merci. Et alors là, on était effectivement vraiment sur le directeur. Est-ce que sur la partie implication du management intermédiaire, vous avez vu des évolutions? Et si oui, comment comment elles ont été produites? Alors, après, j'ai des correspondants dans chaque service. Donc, eux aussi, ils ont monté en compétences et en exigence dans leur service. Et puis après, derrière, c'est pas une majorité, mais je commence à voir des gens qui nous posent des questions et pourquoi on ferait pas. J'aurais une idée sur cet outil. Voilà, après, on regarde, on aide et puis on avance. Donc ça commence à venir, mais je pense qu'on est plus quand même tiré par nos clients là aujourd'hui qui vont nous demander des bilans carbone de notre production, quoi. Très bien, merci. Du coup, je vais laisser la parole et les questions aux autres participants. Oui, j'ai Sylvain Salle, mais vous y avez répondu, monsieur Tissot, qui nous demande est-ce que la création d'un service énergie a permis de mieux sensibiliser et embarquer tous les collaborateurs dans cette démarche d'efficacité énergétique? Donc oui, après 100%, c'est compliqué, hein. On a 1300 sur le site, donc 100% c'est compliqué. Mais c'est de plus en plus dans les mœurs. Et peut-être là, depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, avec le buzz qui y a autour de la sobriété énergétique, vous êtes un petit peu titillé en interne par ces collaborateurs qui sont soit choqués, soit enthousiastes par telle ou telle mesure dans l'entreprise? Je ne sais pas si aujourd'hui ça les touche plus qu'auparavant. C'est peut-être plus nous qui sommes acteurs et au fait de l'actualité qui sommes plus touchés.
j'ai pas de retour du terrain sur ce sujet. J'ai plus des questionnements de nos directeurs que des techniciens et des opérateurs. Et on peut aussi imaginer que vous allez vous retrouver au centre du village avec ce que la Première ministre a demandé aux entreprises, de prévoir un plan de réduction de 10% de la consommation d'énergie sur les 2 prochaines années par rapport à 2019. Donc là, vous êtes au centre chez Tout à Ugitech. fait. Et du coup, c'est ce que mon directeur m'a demandé. Il faut faire vite. J'ai mis nous à partir du moment où on s'est engagé dans la certification ISO 50001, on est prêt. On a notre liste de potentiel d'efficacité énergétique, on a notre plan d'action, voilà. Donc il faut juste le côté un peu mieux pour qu'on arrive à avoir des chiffres corrects. Mais entre guillemets, on est prêt, quoi. Donc ça, c'est encore un des plus de la norme. Absolument. C'est une nouvelle démonstration que quand on applique la norme, on est en avance de phase et on est plus résilient quand une crise se produit. Tout à fait. J'ai Anne Ringuet, Monsieur Tissot, qui vous demande combien de personnes participent à la revue de direction et combien de temps dure-t-elle? J'arrive à la tenir en 2 heures, la revue, mais du coup, il faut quand même qu'on pas trop traîner. Donc il y a toujours beaucoup d'échanges sur les divers sujets. Et donc je vous ai dit, on a nos directeurs industriels, donc on en a 2, directeur commercial et le directeur financier, donc on a 5 de nos directeurs. Je crois qu'il y a juste le directeur des ressources humaines qui est pas impliqué. Et puis derrière, on doit être une douzaine en réunion, en revue de direction. Si vous pouvez préciser à quelle fréquence elles sont réalisées et si éventuellement à quelles occasions et dans quel cadre vous avez une partie des informations qui sont remontées de manière plus fréquente ou dans d'autres cadres sur l'énergie à l'intervalle et entre les revues de management et de direction. Donc au niveau donc les revues de direction, on en fait une par an pour valider donc sur fin d'année, pour valider l'année et valider le plan d'action de l'année suivante. Je fais aussi un échange avec ce que j'appelle les correspondants Ugitech, donc avec les chefs de service et les techniciens. Donc là, on est un peu plus, on est bien une vingtaine. Et j'essaye de ponctuer un peu ce moment avec une visite d'entreprise, ou une année j'ai fait la visite de la chaufferie d'Ugine, de la ville d'Ugine. Voilà, on a visité des collègues de la société Trimet qui est pas très loin. Enfin, j'essaie de trouver des choses pour imager la journée et échanger sur le sujet énergie, et donner la parole à chaque service sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils prévoient et leur implication. Voilà, donc ça c'est les deux gros rendez-vous annuels que j'ai mis en place. Sinon, avec l'équipe énergie, donc ce qu'on appelle nous le noyau dur, on se rencontre tous les mois. Et j'ai un échange avec chaque service tous les mois aussi. Et du coup, c'est un petit échange d'une demi-heure pour faire le point de nos consommations, de nos écarts et des suivis éventuels et de l'échange sur nos actions. Voilà, dans les grandes lignes. Et sinon, après, en fonction des projets, on a des échanges par projet, ou voire même par mail sur une difficulté rencontrée ou des sujets d'actualité, comme en ce moment où on en a beaucoup. Merci Monsieur Tissot, Monsieur Poitras, Frédéric Saint-André. Je vous laisse poursuivre le webinaire avec un autre témoin. Oui, s'il n'y a plus de questions donc à destination de Monsieur Tissot du Ugitech, on va passer donc au deuxième témoignage. Et l'intervention donc de messieurs Anouzé et Thibault de Procter & Gamble, le site de Blois, et qui vont nous parler d'un système qu'ils ont mis en place, ils ont déployé pour automatiser, vous voyez, la collecte et le partage de leurs données énergétiques. Messieurs,
Je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter pour le coup. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Hanozé, directeur du site de Blois depuis le mois de juillet. Donc, ça fait 18 ans que je travaille chez Procter & Gamble. Bonjour à tous, donc Monsieur Thibault, donc je suis le directeur technique du site, ça fait 3 ans que je suis dans ce rôle actuellement et je suis en charge du coup de la partie transition énergétique du site. Ça fait 12 ans que je travaille chez Procter et aujourd'hui j'ai une équipe qui travaille sur cette transition énergétique. Aujourd'hui, elle est composée de 2 personnes avec la volonté de la passer à 4 personnes très prochainement afin d'exécuter des projets qu'on a déjà alignés de mettre en place suite à notre revue énergétique et notre vision de réduction de notre gaz à effet de serre. Donc, dans mon équipe, j'ai Monsieur Bertonneau Alain, qui est ici présent avec nous dans la salle aujourd'hui, qui est notre expert de consommation énergétique du site, qui m'a rejoint et qui n'est pas présent sur le slide qui est devant vous. Alors, messieurs, vous avez la main sur le défilement. Allez-y, voilà, on y va. Ça fonctionne. Donc, je vais juste faire une petite introduction du groupe. Donc, Procter & Gamble, c'est un groupe américain multinational. D'un point de vue français, qu'est-ce qu'on retrouve en France? Le siège social à Asnières-sur-Seine. Et on a 2 grosses usines. Donc, l'usine d'Amiens, qui est à peu près 1000 personnes et qui va fabriquer des produits pour la maison. Donc, le groupe fabrique des produits dans différentes catégories qui sont toutes des produits de grande consommation. Donc, des produits pour la maison, des produits pour les bébés, pour l'hygiène féminine, etc. Et donc, nous, usine de Blois, qui est une acquisition en 1985 de Richardson Vicks par P&G. Et du coup, l'usine fabrique des shampoings et des après-shampoings. Donc, là, vous retrouvez les différentes marques qui sont produites sur le site. On couvre un peu plus de 50 destinations dans le monde. Donc, notre production est principalement pour l'Europe, mais certains de nos produits peuvent se retrouver à l'autre bout du monde en fonction des différentes technologies qu'on utilise sur site. Et c'est shampoing et après-shampoing qui représentent l'ensemble de nos produits avec un tout petit 3%, les bouteilles rouges qui sont des gels douche, une marque très spécifique mais qui correspond à des technologies similaires. Donc, on a décidé de produire sur notre site. Et sur la droite, c'est des petites extensions de marché où on va faire des bouteilles qui vont être slivées ensemble. Des SRP en anglais, c'est des Shelf Ready Packaging, c'est des displays qui sont fabriqués sur site et que les clients dans leur supermarché ont juste à déposer. Et l'envoi de jus qu'on fabrique dans notre usine qui sont packés par des sous-traitants utilisés par la compagnie. Voilà un petit peu le portfolio de notre usine. Et je vais laisser la parole à Monsieur Thibault pour la suite. Merci Bruno. Alors, donc PG Blois, donc aujourd'hui on est engagé dans une démarche énergétique. Alors c'est depuis 2015. Je pensais qu'on l'avait corrigé. Donc depuis 2015 et on est certifié ISO 50001 aussi depuis 2015. Donc on a renouvelé notre certification en avril dernier. La consommation, donc aujourd'hui sur le site, on consomme principalement de l'électricité et du gaz. Donc électricité verte aujourd'hui, on consomme non pas 14 000 gigawattheures mais 14 000 mégawattheures, donc beaucoup moins que nos précédents présentateurs. Et en termes de gaz, la production de gaz est principalement utilisée pour nos chaudières qui produisent de la vapeur qui est nécessaire à désinfection de nos installations et au nettoyage en place. Donc, nettoyage de nos cuves, de nos process de fabrication, ainsi qu'au chauffage, non pas des bâtiments, parce que la partie tertiaire de notre usine représente un très faible volume de consommation, mais au chauffage de nos matières premières afin de réaliser notre process de fabrication de shampoing. Donc tout ça couvre aujourd'hui la facture énergétique représente 7%. Alors bien sûr, c'est par rapport au coût de l'année passée. Aujourd'hui, comme tout le monde, on voit la courbe énergétique et de coût de chaque énergie monter en flèche. Pour donner un ordre d'exemple, entre la facture d'il y a 2 ans et la facture de l'année dernière, on a fait x2,5. Et aujourd'hui, du coup, cette part des dépenses énergétiques dans la part des dépenses industrielles ne fera que monter
sur cette nouvelle année fiscale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette pratique aujourd'hui, forcément, donc l'énergie est aujourd'hui un cheval de bataille, hein, où le coût des énergies, comme celui de la gestion des déchets, est en constante hausse. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un enjeu primordial. Vous nous entendez? Ouais. Et vraiment un enjeu primordial pour pouvoir rester compétitif en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre marché de production de shampoing après shampoing est hyper concurrentiel, et aujourd'hui, on se doit de rester compétitif, que ce soit avec nos concurrents externes et nos collègues internes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu pour nous qui sommes promoteurs du Made in France pour pouvoir fabriquer nos shampoings en France. Donc d'ailleurs, les motivations, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la collecte de données, et je reviendrai un petit peu après sur comment on y a été, et d'avoir justement les bonnes données énergétiques nécessaires à faire nos analyses, et qu'on puisse comprendre d'où provient notre enjeu environnemental et sur quels sont les leviers que l'on peut activer de manière à réduire drastiquement nos consommations et avoir au final un bilan carbone neutre. Donc voilà, donc la transition de l'industrie vers une industrie verte, à savoir qu'aujourd'hui, on a pour ambition d'aller vers une neutralité carbone, le groupe PG d'ici 2040. Nous, aujourd'hui, on est site pilote pour la société Procter & Gamble Monde pour pouvoir justement atteindre une neutralité carbone le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les enjeux énergétiques vont forcément changer un petit peu la donne, mais on a déjà déposé un appel à projet auprès de l'ADEME en septembre dernier, pour lequel on a eu lauréat, donc on a obtenu une subvention pour pouvoir réduire de 23% nos consommations de gaz d'ici la fin d'année 2023. Juste, ce qu'on vous montre là, c'est des sujets qu'on avait déjà commencé à travailler et à réfléchir bien avant. Il se trouve qu'avec la situation actuelle, évidemment, l'intérêt est grandissant pour nous comme pour le reste du groupe. Mais voilà, on avait déjà démarré à travailler dessus et à réfléchir à ça avant. Il se trouve que c'était la bonne chose à faire, mais c'est pas quelque chose qui est récent. Il y a de la maturité derrière. Oui, bien sûr, le monitoring n'a pas démarré que depuis 2015. On monitore nos consommations depuis 15-20 ans, peut-être même plus. Je n'étais pas encore dans l'usine. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelle est la bonne information que l'on doit avoir de manière à être plus efficace dans l'analyse de nos données. On en parle juste après. Donc l'enjeu, c'est d'obtenir nos données énergétiques rapidement, d'être capable de définir notre stratégie pour décarboner notre site. Donc c'est ce que l'on a fait avec 3 grosses phases de projet pour pouvoir décarboner le site, 23% étant une première phase, et derrière de permettre de suivre nos différents IPE qui permettent aussi d'alimenter notre système d'amélioration continue. Donc c'est pas parce que l'on a 2-3 gros projets qu'aujourd'hui notre amélioration continue est mise de côté. En permanence, et ça, M. Berthenot l'avait démarré depuis un certain nombre d'années avant même qu'on commence d'être certifié ISO 50001, de suivre nos indicateurs de manière à alimenter notre amélioration continue et de réduire rapidement nos consommations. Donc aujourd'hui, du coup, on a installé un système informatique qui collecte l'ensemble des données. Ces données qui nous permettent ensuite d'extraire des rapports, comme vous pouvez le voir sur les graphes. Donc, d'où provient la consommation énergétique. Donc là, vous n'avez que le niveau 1. On peut aller sur des niveaux un peu plus approfondis avec des capteurs additionnels. Mais aussi avoir notre tendance et du coup notifier nos dérives. Donc en bleu, par exemple, dans l'histogramme, vous avez la consommation mois par mois de gaz que je vous donne là. On fait la même chose sur l'électricité, on fait la même chose sur l'eau. Avec la consommation de l'année N-1 que vous retrouvez en jaune et notre target que l'on a défini avec un modèle statistique avec une société de conseil qui nous a aidé à la mettre en place, qui nous a prédit la consommation qu'on aurait dû avoir. Donc, ce qui nous permet rapidement de détecter si nous avons des dérives
versus notre prédiction et versus les projets que l'on a déjà implémentés. D'accord, et donc, du coup, forcément, tout ça revient dans les suivis de nos IPE et nous sert derrière à faire du reporting externe comme interne, et derrière d'alimenter notre amélioration continue. Donc, comment on s'y est pris? La première chose, c'est bon, on a défini un cahier des charges pour définir le besoin. Le besoin est toujours au départ compliqué à définir. Définir quel est le niveau de granularité que l'on doit mettre en place de manière à obtenir les bonnes données et investir sur la prise de données, mais la prise de données qui va être efficace et d'avoir derrière un coût de projet qui soit raisonnable et qui puisse être financé par l'entreprise. Ensuite, on a travaillé avec différents prestataires, dont un qui est proche de chez nous, qui est d'Orléans, qui nous a permis de mettre en place justement ces outils. Et après, on a travaillé avec eux en mode projet, mais en mode projet collaboratif. C'est-à-dire, on n'a pas écrit le cahier des charges avec un niveau de détail hyper poussé. On a défini les concepts et les besoins finaux que l'on avait, et on a ensemble défini la modularité et derrière les fonctionnalités du système qui a ensuite été développé pour nous. Donc, ça, c'est basé sur un système propriétaire de cette société qui ensuite est capable de développer des fonctionnalités additionnelles en fonction du besoin du client. Donc, tout ce projet s'est déroulé forcément avec les différentes parties prenantes, je dirais, de la société, mais principalement avec le service des utilities. Donc, utilities, qui est notre service qui gère l'ensemble de nos chaudières, l'ensemble de notre réseau d'eau, l'ensemble de nos groupes froids, nos compresseurs. Le service engineering que je gère. Et derrière, le fournisseur qui a été retenu pour pouvoir définir cette solution. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est un travail collaboratif avec ces différentes parties. Donc c'était un groupe de travail de 4-5 personnes. L'objectif étant de travailler ensemble pour définir une solution ultime. Donc il est vrai qu'au départ, on n'a pas une réponse avec un chiffrage en disant voilà, votre système va vous coûter tant. Non, on a ensemble travaillé les différentes solutions que l'on souhaitait obtenir. Et après, derrière, on a eu forcément un devis à tiroir avec la solution de base et derrière les différentes options qu'on pouvait activer dès maintenant ou dans le futur pour pouvoir obtenir réellement notre solution ultime. Hop. J'ai perdu la main. Donc au final, ce qu'on a obtenu, donc forcément, donc de tous les rapports, donc je vous ai montré juste avant, donc des histogrammes sur l'ensemble de nos données, un logiciel facile d'exploitation où aujourd'hui tous nos opérateurs, nos techniciens, gérants, nos utilities, nos chaudières peuvent voir en permanence sur une supervision l'ensemble des consommations énergétiques en temps réel, mais aussi derrière nous permettre d'exploiter les données. Le logiciel est également fait de manière à pouvoir évoluer dans le temps. Donc, ce logiciel-là, Alain, on l'a depuis quand, le logiciel? 2012. Ouais, depuis 2011-2012. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on l'utilise et on est en permanence en train de l'améliorer, de le perfectionner sur des solutions où on va aller dans un niveau de détail plus approfondi. Et derrière, notre capacité à nous aussi de pouvoir faire nous-mêmes des setups différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à cette société en permanence pour pouvoir actionner de nouveaux capteurs. Aujourd'hui, on est libre de pouvoir démarrer de nouvelles choses. Hop. Donc voilà, donc toujours dans les résultats obtenus, donc ce que vous pouvez voir, ce graphe, c'est le modèle statistique qui est travailler avec notre société de conseil qui nous fait ce qu'on appelle modeling and simulation, donc les simulations d'où on devrait atterrir en fonction de différents indicateurs, des indicateurs qui sont le volume du site, donc la production réelle du site,
les températures extérieures qui sont prises aussi en considération. Et derrière, on a défini avec eux l'ensemble des facteurs impactants, influant notre consommation. Et du coup, vous pouvez voir là, la courbe haute de notre consommation qui est prédit mois par mois. Et à l'intérieur, la consommation réelle obtenue, ce qui me permet de très rapidement de voir les dérives. Donc ça, aujourd'hui, ces dérives-là qui derrière enclenchent des seuils d'alerte qui sont remontés chaque jour en réunion de service pour investigation si nécessaire. Donc dans le projet, différentes phases, la première chose qui était très facile pour nous, c'est la prise en compte et l'intégration des capteurs existants. On a la chance d'être un groupe où on travaille énormément sur la standardisation de nos process. On a une société, une marque de produits qui représente 80% de nos capteurs sur le terrain. Aujourd'hui, ça nous a permis de pouvoir les mettre en place dans le système très rapidement. Il est vrai que dans certaines zones, dès lors qu'on a plusieurs marques qu'on doit faire cohabiter ensemble, l'interfaçage devient beaucoup plus compliqué. Et pour nous, heureusement, ça a été quelque chose d'assez simple à mettre en place. La complexité vient réellement de quel est le niveau de détail que l'on veut avoir. Donc, c'est vrai qu'au départ, quand on se pose sur ce genre de projet, on aimerait tout avoir la map complète avec l'ensemble des consommations. C'est, je dirais, quasiment impossible, que ce soit techniquement et financièrement. Donc, la première chose était de savoir quel est le niveau 1 d'informations dont on voulait obtenir. Et ensuite, on y a été par phase avec le niveau 1, donc les différentes zones. Puis ensuite, on a obtenu des zones qui consommaient le plus, des zones qui consommaient le moins. Et on s'est penché sur les zones qui consommaient le plus, rajouter des capteurs, aller sur un niveau 2, un niveau 3. Et aujourd'hui, on continue encore cette étape-là où aujourd'hui, on a pour volonté d'installer encore plus de capteurs, mais vraiment sur les zones qui nous sont importantes et pas partout dans l'usine, parce que ça serait pas financièrement attractif. Et au final, avoir beaucoup de données, au final, était aussi une source pour se perdre. Donc, on a vraiment été dans un niveau de détail en fonction des besoins. Après, derrière, la bonne surprise, c'est que suite à la mise en place de ce système-là et notre ISO 50001, où on a justement mis en place ces courbes de trending et de simulation pour voir où exactement on se situait par rapport à notre prédiction. L'année suivante, on a été capable de réduire 6% de consommation avec plein de petits projets qui étaient activables très rapidement. Donc, ça nous a permis de mettre en lumière des zones qu'on n'avait pas forcément vues par le passé et qui étaient activables très rapidement. Voilà, aujourd'hui, on tape sur une réduction année après année aux alentours de 5%. Alors, ce qui n'est pas toujours vrai, parce qu'on a des autres projets qui viennent contrebalancer, mais à ISO production, on est à peu près sur cette réduction de 5%, ce qui a déclenché au cours des dernières années la volonté d'aller vraiment plus loin, d'investir plus massivement dans des projets visant vraiment à récupérer les calories perdues sur nos process et les réinjecter dans notre process. Donc, le conseil que je donnerais aux différents industriels qui souhaitent mettre en place cela ou même aller plus loin dans les capteurs et les métriques qu'ils ont aujourd'hui, c'est vraiment être clair du besoin de monitoring. Il ne faut pas se lancer en disant on veut mettre des capteurs partout, parce que votre directeur financier va vite vous stopper, parce que ça coûte rapidement très très cher. Être clair des facteurs influents. Et ça, aujourd'hui, il est vrai que c'est un coût pour nous, aux sociétés, de faire appel à ces sociétés de conseil. Elles nous ont vraiment permis d'analyser, après avoir mis en place un certain nombre de capteurs sur plusieurs années, de définir vraiment les zones qui étaient importantes et derrière nos facteurs influents. Donc, facteurs influents, la température extérieure, nos volumes de production par zone, etc., qui permettent justement de définir et d'aider ensuite dans l'analyse. C'est-à-dire, bah, voilà, c'était prédit qu'on consomme plus ce mois-ci que le mois précédent ou que l'année précédente. Mais c'est pas grave, c'est selon les modèles que l'on a validés ensemble. Et donc d'ailleurs, il n'y a pas d'alerte à avoir et se focaliser réellement sur les zones où on a matière à travailler. Et derrière, la structure informatique, alors
avec toutes nos problématiques aujourd'hui de cyberattaque, il est vrai que nous, PG, on est très vigilant sur nos données. Et derrière, la structure à mettre en place pour l'archivage des données, la durée d'archivage des données, la base de données est importante, si elle est hébergée sur site ou à l'extérieur. Nous, en l'occurrence, on avait investi sur des serveurs sur site pour pouvoir stocker ces données, pour que les données restent sous notre contrôle et qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur. Voilà, tout ça qui nous a permis ensuite d'intégrer et de faire un cahier des charges selon nos besoins. Encore une fois, pas un cahier des charges technique, un cahier des charges plus fonctionnel qui a été travaillé sur la partie technique en coopération, en collaboration tout au long du projet. Pour nous, les prochaines étapes, donc maintenant ça fait une dizaine d'années qu'on a ce système qui évolue en permanence. On arrive sur un niveau de détail qui est assez important, donc on a plus d'une centaine de capteurs aujourd'hui sur le terrain, on a la volonté d'en rajouter encore plus. Ça va être de digitaliser nos données et de pouvoir mettre en place des systèmes comme des Power BI qui vont nous permettre de pouvoir rapidement observer les zones où nous surconsommons versus nos prédictions et ensuite de faciliter l'investigation. Parce qu'une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les ressources nécessaires en face pour pouvoir analyser les données et ensuite définir les plans d'action. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, quel est le bon équilibre entre les données, mais aussi le niveau d'investissement, parce qu'au départ, c'est forcément une pure perte tant qu'on n'a pas été capable de pouvoir mettre en place des projets de réduction d'énergie. Mais ça s'avère qu'au final, c'est vraiment quelque chose qui paye, et je pense que les industriels qui ont fait le même choix que nous aujourd'hui peuvent en témoigner également. Ok, donc le mot de la fin pour moi, la première chose, donc la stratégie, c'est important d'être clair des besoins qu'on veut, auxquels on veut répondre. Et il y a ceux pour nous, comme j'ai dit, on fait des produits de grande consommation, donc nos clients c'est principalement les chaînes de supermarchés et les consommateurs. C'est important de savoir quel est le problème qu'on veut résoudre, quels sont les problèmes qu'on veut résoudre, et on a pour ça toute une stratégie. Cette stratégie, elle est basée sur 5 axes de travail. On a choisi dans ces 5 axes, un des axes est basé sur l'énergie, la réduction de notre empreinte sur la planète, de l'énergie, de nos consommations énergétiques. Donc, ça fait vraiment partie pour nous de notre stratégie. Être acteur dans la transition énergétique, donc c'est ce qu'on a dit, mais juste pour être hyper clair, on est une usine française dans un groupe américain. Malgré tout, dans ce groupe, on a un rôle de leader sur beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets sont développés à Blois, l'idée à Blois, réappliquée dans d'autres usines du groupe, y compris aux États-Unis. Ce sujet de la transition énergétique, de ce qu'on veut faire, c'est exactement un sujet sur lequel on veut l'idée. La situation aujourd'hui, avec le coût de l'énergie qui monte, donc on a beaucoup plus d'intérêt du reste du groupe qu'on aille plus vite et qu'on sorte quelque chose qui soit réapplicable. Mais pour nous, c'était déjà important. Donc, on avait déjà décidé de ces sujets-là bien en amont, avant même que ça soit intéressant pour tout le reste du groupe. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la main dessus et on est acteur. L'outil, comme disait Monsieur Thibault, on a vraiment, et ça c'est quelque chose qu'on a appris à travers d'autres outils qu'on a fait développer sur d'autres sujets par le passé. C'est important d'avoir un outil qui répond à nos attentes. Et une de nos attentes, c'est qu'il soit flexible, qu'on puisse le modifier et pas qu'à chaque fois qu'on ait besoin d'une nouvelle information ou une nouvelle façon de visualiser ou des nouveaux capteurs, on doive modifier l'outil. Donc, on a travaillé sur quelque chose qui est modulable et qui est flexible. Et ça, c'est très, très important parce que la situation change très vite. Et pour moi, être acteur de la transition énergétique, c'est inimaginable de vouloir travailler sur un sujet comme l'énergie, mais c'est valable pour d'autres sujets, si on n'est pas capable de savoir de quoi on parle, de le mesurer, de le suivre. Sinon, on travaille à l'aveugle. On va lancer des projets qui peuvent être réussis ou pas, mais c'est vraiment à l'aveugle. Donc, la première étape quand on veut travailler sur quelque chose, c'est de savoir de quoi on parle, de pouvoir le suivre et le monitorer. Donc, cet outil était vraiment le départ, en fait. Et c'est… on a une équipe qui travaille sur le sujet, mais le projet en lui-même n'est pas un projet à part. On a un plan avec les différents projets dans l'usine. Ce projet-là est complètement intégré. C'est vraiment important
de ne pas avoir une gestion à part de ce sujet-là. Il est vraiment intégré dans nos problématiques quotidiennes, dans notre plan à long terme. Il est vraiment complètement intégré. Et à la fin, maîtriser nos coûts, on l'a dit plusieurs fois, hein, même avant la hausse des coûts de l'énergie, c'était déjà intéressant pour nous, même si nos consommations restent plus basses que l'intervenant précédent, ça reste pour nous 7%, c'était déjà une grosse part de nos dépenses. Donc, c'était déjà intéressant pour nous. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, on est encore plus attiré par le sujet. Mais c'est important de les maîtriser dans le sens où le niveau de granularité, comme disait M. Thibault, est important. On ne peut pas aller dans un détail extrême qui nous apportera rien, mais nous coûtera une fortune. Voilà un petit peu la conclusion pour moi. Très bien, merci. Merci bien. On va laisser la place aux questions qui vont être, j'imagine, nombreuses. Eddy, peut-être une première question? Alors, avant la question, une petite information. Donc, la présentation là sur l'aspect mesurage a vraiment très bien explicité la complexité et l'objectif qui doit être poursuivi par le mesurage. Et cette question qui se pose, c'est comment on priorise, comment on arrive à effectivement sélectionner les compteurs les plus efficaces, les plus pertinents. Et c'est l'objet notamment du guide qu'on a rédigé l'an passé sur la mise en application d'un plan de conception, enfin d'un plan de mesurage de l'énergie, qui est évidemment et qui fait écho à la norme 16267 et qui a vraiment cette philosophie qui est de dire effectivement le comptage doit répondre à un besoin, on part des besoins d'indicateurs, de dérives qu'on veut suivre, de niveau de performance, etc., pour ensuite définir les matériels dont on aura besoin et les solutions. Donc, je vous encourage vraiment à consulter ce guide pour établir votre plan de mesurage. Je crois qu'il a été partagé dans le chat. Voilà, c'est ça. Fenêtre de chat, oui. Et puis, il se trouve qu'il y a deux dispositifs d'accompagnement financier pour la mise en place des plans de mesurage aujourd'hui, à la fois une fiche certificat d'économie d'énergie et dans le cadre du dispositif Décarb Flash, qui est piloté par l'ADEME, un appel à projet qui est ouvert jusqu'en novembre, mi-novembre. Vous avez également la possibilité de faire financer ce type d'investissement, donc pour les sites de moins de 500 personnes. Donc voilà cette petite précision pour le plan de mesurage. J'avais effectivement une question sur le sujet. Vous avez beaucoup parlé d'utilisation pour finalement le suivi. Qu'en est-il de l'utilisation de toutes ces données pour le pilotage et l'exploitation? Est-ce que c'est utilisé par les gens qui sont finalement sur les postes de consommation ou pour d'autres usages que le suivi, pour agir directement? Alors, la réponse, donc les personnes en production n'ont pas accès en direct à ces consommations. Cependant, ces personnes-là on communique régulièrement sur nos consommations, que ce soit énergétiques ou d'eau sur le site, au sein des différents départements de l'usine, soit le département de fabrication, de conditionnement ou de logistique, pour qu'elles soient conscientes de leur consommation et d'ailleurs de l'impact qu'elles ont sur notre consommation énergétique. À côté de ça, les plans d'amélioration sont travaillés avec les services en question, ce qui veut dire que ça nous permet de faire du suivi, mais derrière, ça nous permet aussi de définir notre plan d'amélioration continue qui est défini avec ces services. Et chaque projet qu'on met en place sont des projets de réduction énergétique avec soit une operating strategy, excusez-moi en français, une stratégie de production, donc de séquencement de nos productions, une stratégie de séquencement de nos lavages, de réduction du temps de chauffe, enfin, toutes les différentes solutions sur lesquelles on a des leviers. Tout ceci est travaillé avec
les responsables des différents services, mais également les opérateurs sur le terrain. Donc, ça ne sert pas juste à faire du suivi, ça nous permet en fait de mesurer, analyser et ensuite définir nos plans dans une démarche PDCA, hein, donc traditionnelle d'amélioration continue. Et un autre élément aussi qui est important pour nous, c'est que dans le marché de la cosmétique capillaire, on a beaucoup de références, on a un marché assez complexe en nombre de références et on les change très régulièrement. La moitié de notre portfolio change tous les ans. Et du coup, aujourd'hui, à chaque fois, on doit estimer l'impact pour nous quand on démarre un nouveau produit, qui soit très similaire à ceux d'avant ou complètement différent. Et la partie énergie, par le passé, était vraiment une estimation très éloignée. Plus on maîtrise nos consommations, plus on est capable de vraiment mesurer l'impact ou les économies que peuvent nous apporter ce type de changement. De ce point de vue-là, c'est utilisé. Maintenant, ce n'est pas utilisé pour piloter notre production et prendre des choix au quotidien. Merci. Autre question, j'ai pas noté si tous les sites du groupe sont certifiés 50001 ou pas. Ma question c'était est-ce que le fait que le site soit 50001 avait joué dans le fait qu'il soit pilote pour le groupe ou si c'était un hasard? Non, pas du tout. En effet, l'ensemble des sites du groupe, il y en a très peu qui sont certifiés ISO 50001. PG, donc entreprise américaine à la base, a ses propres standards qui sont basés grosso modo sur un mix entre les standards américains et les standards européens, dont ISO. Et aujourd'hui, chaque site applique la politique et les standards du groupe. Nous, le site de Blois, ça a été un souhait de devenir ISO 50001 en 2015. Ça a été motivé par le fait qu'en France, la norme ISO 50001 est de plus en plus connue et du coup nous permet aussi de pouvoir partager et faire un petit peu de marketing, je dirais, sur le travail qui est accompli sur le site. Et pour nous, c'est un travail additionnel parce que ça grosso modo, ce que l'on fait sur les standards PG, on est obligé de l'adapter légèrement par rapport à la norme ISO 50001. Qui au final, on le fait qu'une seule fois, mais ce qui nous a demandé pas mal d'efforts au début pour mettre en place cette norme. Et aussi sur l'aspect réglementaire, tu dis Alain, si je dis une bêtise, mais depuis 2015, on est censé faire des phases de contrôle et d'analyse chaque année. Et cette certification aujourd'hui nous permet nous de pouvoir suivre nos propres indicateurs et de faire une recertification tous les 3 ans avec justement des sessions annuelles avec l'AFNOR sur le maintien de notre certification. On est suivi tous les ans. Oui, tous les ans. Ouais. On a un cycle de 3 ans, mais tout est suivi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, merci. Moi j'avais une question sur le type de capteur en particulier électrique que vous déployez. Vous avez beaucoup insisté sur cette notion de flexibilité et puis sur la capacité finalement à faire évoluer votre plan de comptage au fur et à mesure des besoins. Quel type de capteur vous avez installé pour répondre à ces deux besoins? Enfin, ce sont des compteurs électriques installés dans vos armoires électriques ou bien ce sont d'autres types de capteurs qui vous permettent de répondre à ce besoin de flexibilité? Donc bonjour, je suis Monsieur Bertonneau. Donc effectivement, on a déjà commencé, comme l'avait dit Monsieur Yanis Thibault, par équiper tous les postes électriques que l'on achetait effectivement à l'époque. Hein, donc équiper donc tous les gros disjoncteurs divisionnaires avec des compteurs qui étaient de marque Merlin, Gérin ou Schneider. Donc ça, on a fait ça dès le tout début quand on a investi dans la grosse transformation électrique du site il y a presque une vingtaine d'années. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on a, continué à élargir notre distribution électrique, c'est devenu dans nos cahiers des charges où on demandait au chef de projet de prévoir un compteur électrique divisionnaire. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, on a élargi la map à quelques compteurs, maintenant à une centaine de compteurs. Bien évidemment, la technologie évoluant, on est parti d'une époque avec du Modbus, maintenant on est en Ethernet.
où on discute directement maintenant avec les disjoncteurs qui sont équipés. Donc tout ça, si vous voulez, la technologie évoluant, on s'est adapté à la technologie. Merci bien. Et après, si je peux me permettre, donc là, c'est les capteurs électriques. Aujourd'hui, on a mis en place des capteurs sur d'autres systèmes, tels que l'eau, par exemple. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies sont plus des technologies LoRaWAN, hein, qui sont même sans fil, qui peuvent être installées un peu partout dans l'usine. Donc, pour la maîtrise, par exemple, de la consommation énergétique et aussi pour la consommation de chauffage de nos bâtiments, même si c'est une faible part, aujourd'hui, tous nos bâtiments sont équipés des capteurs de température hygrométrie qui sont centralisés au niveau du service des utilities également et qui nous permettent sans fil de pouvoir avoir justement la température instantanée dans chaque bâtiment, d'avoir un trending et de pouvoir aussi ajuster nos consignes si nécessaire et de réduire nos consommations en parallèle. Donc aujourd'hui, ces technologies-là permettent énormément de flexibilité parce que le capteur, il peut être à un emplacement A un mois et si à la fin il ne fait pas de sens, on peut le déplacer très facilement, on met dans une autre zone. Donc ça veut dire aussi que vous avez, je suppose, vous pouvez vous appuyer sur ça pour aller faire on va dire les plans de mesure et de vérification des actions qui sont menées pour voir si les actions qui ont été menées produisent les économies qui sont attendues en ayant cette flexibilité et en pouvant faire un peu de ponctuel entre guillemets. Non, alors sur la partie LoRaWAN, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans pour la partie température des bâtiments. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est utilisé sur la partie consommation électrique directement. Cette consommation électrique, c'est des centaines de capteurs qui sont directement dans les soit disjoncteurs divisionnaires qui nous permettent justement d'aller jusqu'à l'équipement en fonction des zones, d'avoir la consommation énergétique de tel équipement. Et donc du coup, après avoir mis en place ces différents projets, forcément, on est capable de mesurer que nous avons obtenu les gains escomptés ou pas. Et du coup, là, toute cette partie mesure, y compris sur le volet chauffage des locaux, activité tertiaire, vous a probablement été assez utile dans le cadre de la préparation ou du respect du décret tertiaire, non? On y travaille sur ce décret tertiaire. Oui, en effet, aujourd'hui, ça nous est forcément important de voir les zones, sachant que aujourd'hui, par exemple, tous les bâtiments et locaux sociaux, certains ont des consignes fixes gérées par nos utilities, d'autres ont des consignes qui peuvent être ajustées par les utilisateurs au quotidien. Donc, ça nous permet aussi à nous de pouvoir mettre en place des plans des zones qui surconsomment par rapport à d'autres, de mettre en place des systèmes de coupure mode nuit, des coupures le week-end par exemple, etc. et de définir les bons choix de manière à réduire notre consommation tout en assurant le confort de nos employés. On prend peut-être des questions Oui. qui sont arrivées dans le chat. Absolument, il reste 10 minutes et il y a pas mal de questions arrivées dans le chat. Je vous propose de commencer par celle de Mehdi qui veut revenir sur les données énergétiques, la façon dont elles sont collectées, et il nous demande comment sont-elles partagées à l'extérieur. Est-ce qu'elles sont partagées à l'extérieur, par exemple, au niveau du siège social et saisies sur une plateforme particulière, demande-t-il. Alors, donc à l'intérieur, au sein de notre entreprise, en effet, aujourd'hui, on a 2 indicateurs que l'on reporte à notre siège, donc que ce soit à Asnières, à Genève ou même à Procter Monde. Aujourd'hui, on a une stratégie mondiale et on reporte des ratios de gigajoules par volume de production. Donc aujourd'hui, ça nous permet de reporter ça jusqu'à notre board, notre direction mondiale, qui permet aussi, chaque usine est comparée l'une avec l'autre par rapport à ce ratio gigajoule par unité de production. Et ensuite de définir les stratégies, de voir quels sont les benchmarks entre les différents sites et derrière d'aller implémenter les meilleures idées de chaque site. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est fait en interne. Aujourd'hui, on ne partage pas le niveau de détail tel que celui que je vous ai partagé avec les courbes à l'ensemble du monde. C'est quelque chose qui est vraiment plus utilisé sur le site, qui est partagé en comité de direction dans notre revue annuelle,
qui est revu d'un point de vue mensuel dans notre plan d'amélioration continue pour pouvoir améliorer notre consommation et définir les projets à mettre en place. À l'extérieur, de mon côté, on reporte beaucoup plutôt la consommation d'eau, moins la consommation énergétique, si je ne me trompe pas, Alain, qui est reporté sur un portail global, consommation d'eau, rejet atmosphérique et rejet d'eau du site. Très bien. Merci pour cette réponse, monsieur. Nous avons Caroline qui nous demande, qui veut revenir sur le prestataire que vous avez évoqué. Vous avez évoqué la sous-traitance auprès d'un prestataire pour certaines utilités. Avez-vous défini des KPI, donc des indicateurs de performance par rapport à ce prestataire? Si oui, lesquels? Alors, non, pas du tout. Aujourd'hui, toutes nos utilities sont gérées par des personnes de Procter & Gamble. Donc aujourd'hui, nous avons nous-mêmes nos propres indicateurs. Donc, nos indicateurs, au final, c'est les courbes que l'on suit au quotidien et sur lesquelles on monitore les dérives. Par contre, aujourd'hui, on a travaillé avec un prestataire sur la mise en place de notre système informatique et de notre système de traçabilité. D'accord, c'est un malentendu. Ouais. Voilà. Je repasse d'ailleurs la slide dont vous en parliez à ce niveau-là de votre présentation, je crois. Ouais, exactement, c'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment nous, on est propriétaire et exploitant de nos utilities. Donc on a nous-mêmes nos propres mesures et notre propre suivi du trending que je vous ai partagé juste avant. La société que l'on a choisie pour pouvoir développer notre système avec elle, c'était vraiment quels étaient les critères de succès du projet, quel était le niveau de détail où on voulait aller, et d'ailleurs d'être capable de faire une solution qui soit modulaire et flexible dans le temps. Aujourd'hui, on ne prévoit pas de l'arrêter là et de continuer pour les prochaines années avec eux. Parfait. Anne Ringuet vous demande, messieurs, à partir de quelles données sont construites les prévisions de consommation? Est-ce qu'il s'agit des prévisions budgétaires pour l'activité ou bien, par exemple, de la température extérieure? Alors, un petit peu de tout. Donc, comment faire? Aujourd'hui, on travaille avec une société lyonnaise qui vient sur le site, qui analyse nos consommations énergétiques des 3 dernières années. Et c'est ce qui est partagé aussi dans notre certification ISO 50001 avec nos auditeurs, qui nous permet de définir un modèle. Donc, cette société-là simule différents facteurs extérieurs, des facteurs extérieurs qui sont le volume de production mensuel, la température extérieure, donc c'est JPU, non, DJU, qui est donné degré journalier unifié. Voilà, et qui est donné par Météo France ou sur les sites internet. Les prévisions pour le futur que l'on peut avoir. Et on a été testé avec eux différents modèles de données. Est-ce qu'on prenait le volume total? Est-ce qu'on prenait le volume par zone de production? Est-ce qu'on séparait les shampoings des après-shampoings? Enfin, voilà, on a été testé un certain nombre de scénarios. Et au final, on a choisi le modèle qui se rapprochait le plus de notre consommation réelle, basé sur les 3 dernières années. Et du coup, ce modèle-là est appliqué pour les 3 prochaines années. Donc, il est revu régulièrement avec eux. Et derrière, du coup, c'est ce qui nous permet de monitorer si oui ou non on est à l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment volume, DJU et volume par sous-unité qui nous permet de définir notre consommation énergétique, sachant qu'on a un salon, donc une part fixe qui est connue. Et cette part fixe, aujourd'hui, à chaque fois qu'on va faire des projets réduisant la part fixe, derrière, on vient simplement décrémenter de notre modèle statistique la part fixe qu'on a réduit. D'accord. Je pense que c'est clair pour Anne. Ça va être tout aussi clair pour Pierre-Louis, monsieur Pierre-Louis Cazot, qui vous demande si vous avez un exemple d'alerte quotidienne ayant donné lieu à une prise en compte immédiate et le repérage de l'origine de la dérive. Donc, des exemples d'incidents qui déclenchent une action en tant que dérive.
Oui, donc quelques-unes, hein. On peut avoir effectivement, comme le disait Monsieur Thibault, je ne sais pas si on a mentionné comment on travaille pas le week-end, on travaille que 5 jours sur 7. Je ne sais pas si ça avait été mentionné. Donc en fait, afin d'optimiser notre consommation énergétique, on a ce qu'on appelle des modes week-end, où les différents paramétrages des climatisations, des débits ou des pressions d'air comprimés, on utilise de l'eau glacée, enfin tous les utilities en fait sont gérés qu'un mode week-end. En fait, ce qui se passe, la database qu'on utilise, en fait, fait un tracking des consommations entre guillemets le week-end, et donc on a des rapports qui sont envoyés par mail automatiquement les lundis et mardis, et ce qui permet entre guillemets de voir si le week-end on a des consommations plus élevées que la normale. Donc, un exemple concret, on est amené à faire des travaux de production le week-end de façon spécifique, suivant les besoins business. Et donc, les modes week-end sont modifiés afin, effectivement, qu'on ait une production le samedi matin. Si malheureusement, les opérateurs des utilities oublient de reparamétrer le week-end d'après le fait qu'on n'a pas de production, eh bien, dès le début de la semaine, on le verra tout de suite, comme quoi les consommations sont plus élevées qu'à la normale parce qu'on n'a pas remis le mode week-end. Voilà, c'est tout à fait ce genre de cas concret qu'on peut traquer avec le système que l'on a en place. Merci beaucoup, monsieur. Et moi, j'aimerais demander d'un industriel à l'autre, est-ce que monsieur Tissot, pour Ugitech, a trouvé des idées lorsque Procter & Gamble a exposé son cas? Peut-être, monsieur Tissot, avez-vous des questions à poser à vos collègues? Ou inversement, d'ailleurs. On est dans la même philosophie, donc j'ai moins de compteurs hein, quand même. Et aujourd'hui, il me manquait juste, parce que ça fait longtemps qu'on récupère et qu'on compte nos énergies. Moi, j'ai connu le suivi papier. On n'avait encore pas d'informatique, hein. Eh oui, ça existait. Et aujourd'hui, moi, j'ai un suivi Excel. Donc, quand je parlais de monitoring, c'est de passer à la couche supérieure, un peu comme eux, pour arriver à corréler plusieurs facteurs pertinents avec nos consommations pour arriver à faire justement la belle courbe que vous avez avec les plus, les moins et des alarmes quand on dépasse nos consommations. Voilà, c'est le niveau qui me manque. Autrement, on est bien dans la même philosophie, oui. Et je confirme, c'est vraiment la même approche qu'on a. Et quand j'ai écouté, on a vraiment la même chose, on a la même vision. Il y a une remarque sur les questions quand on a un projet sur l'impact énergétique. La même chose pour nous, c'est maintenant des questions qui sont normales par rapport à n'importe quel sujet. Elles ont intégré notre culture. On retrouve la même chose. Et par rapport aux remontées du terrain, j'ai pas vu non plus d'évolution particulière, mais c'est déjà des questions qu'on avait régulièrement. Je pense qu'on a les gens dans notre entreprise étaient peut-être déjà intéressés par ce sujet, donc on continue à avoir beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'on essaie aussi alors on n'inonde pas l'usine avec tous les chiffres qu'on a, mais par contre on est très transparent et on essaie de partager à l'usine notre vision à l'ensemble des employés, ce qu'on veut faire, sur quoi on travaille, et on essaye aussi de prendre les idées. Par contre, je retrouve aussi une augmentation de l'intérêt et du nombre de questions de nos responsables hiérarchiques sur le sujet. Ça, en effet, on le voit, c'est plus lié, je pense, à toutes les problématiques actuelles. Oui, l'actualité en rajoute, oui. Oui. Mais je prends pas l'avion pour venir travailler, donc je me retrouve pas sur les réseaux sociaux. Moi, je viens en vélo. Voilà. Très bien. Parfait. J'ai encore une question qui m'arrive dans le chat, mais j'avoue que j'ai pas saisi toutes les subtilités. Je vais peut-être donner la parole directement à son auteur. Son auteur s'appelle Radia. Madame, est-ce que vous pouvez activer votre micro et poser directement la question? Ça sera la dernière. Alors, que se passe-t-il?
c'était une question sur l'installation du système de management ISO 50001. Quels sont les points rationnels détectés dans le logiciel? Donc j'avoue que je ne comprends pas la question, mais malheureusement, je ne peux pas lui donner la parole. Elle a coupé son son. C'est pas grave. De toute façon, il est tard. Est-ce que l'un ou l'autre avait des questions à vous poser mutuellement encore? Non, pour nous, c'est bon. Eh bien, dans ces cas-là, Frédéric Saint-André, Eddy Poitras, vous avez la main sur la présentation et je vous laisse le soin de conclure et de présenter les autres épisodes. Alors, je n'ai pas tout à fait la main, Guillaume, si tu veux peut-être passer sur la dernière slide sur laquelle. C'est pas normal que tu n'aies pas la main. Vas-y, tu peux réessayer, s'il te plaît. Voilà, je réessaye avec mes petites flèches et je n'y arrive pas. Donc, voilà. Écoute, merci d'afficher le dernier slide. Je voudrais déjà, bien entendu, remercier messieurs Tissot, Anouzé et puis Thibault pour leur participation à ces webinaires et la richesse de leur témoignage et la précision avec laquelle ils ont répondu avec les questions, c'est extrêmement riche. Et je pense que les différents participants auront apprécié ces témoignages, ces retours d'expérience. Je vous invite donc, comme vous le voyez, à noter dans vos agendas les créneaux des deux prochains épisodes. L'épisode 4, donc le 18 octobre, et l'épisode 5, donc le 24 novembre. Le 18 octobre, il y aura l'intervention de la société Armor Group. Le 24 novembre, on aura donc l'intervention de Eurocérum et Enitech. Voilà, donc notez bien ces créneaux et ces dates dans vos agendas. Faites diffuser chez vous les informations aux différents collègues qui seraient intéressés par assister à ces webinaires. Et encore une fois, ces webinaires, les replays sont disponibles en replay sur notre page AFNOR/énergie, donc la page consacrée à la thématique énergie du groupe AFNOR. Voilà. Merci à tous. Dans le chat, afnor.org/énergie. Voilà. Et n'hésitez pas à éventuellement nous faire part de vos bonnes pratiques que vous pourriez aussi partager, ou éventuellement de vos besoins en termes de retour d'expérience et de bonnes pratiques. Tout à fait. Merci pour ces informations. Catherine Moutet pour AFNOR Énergie, un petit mot de conclusion. Alors, ce n'est pas tout à fait un mot de conclusion, juste une information, puisque j'ai bien entendu que Monsieur Tissot était donc dans un process de créer une communauté d'hydrogène sur l'hydrogène, et je voulais juste lui préciser, et ainsi qu'aux auditeurs, qu'en fait, il y a quelques mois, l'AFNOR a publié un document normatif justement sur les principes de création d'un écosystème territorial et industriel autour de l'hydrogène. Et voilà, je voulais partager cette information. Il s'agit de l'AFNOR SPEC M58-007. Voilà, je le mets dans le chat. Voilà. Merci à tous. Voilà, c'est dans le chat. Merci et donc à bientôt. À bientôt, rendez-vous le 18 octobre. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.